Est-ce que le rap est une affaire d'hommes? Vous voyez cette question-là? Elle paraît quand même assez stupide, un peu provocatrice pour pas grand-chose. Ça ressemble quand même à la phrase d'accroche de n'importe quel podcast un petit peu aguicheur. Mais, en même temps, est-ce qu'on souligne suffisamment que c'est une question qui est particulièrement stupide quand il s'agit de parler de rap, justement? Parce qu'on parle, mine de rien, d'une discipline issue du hip-hop, un mouvement qui, historiquement, a su se démarquer par sa capacité à être inclusif et à ne pas prêter trop d'attention aux questions du genre. Dans les années 90, femmes ou hommes, peu importe, tout le monde était globalement le ou la bienvenue aux soirées hip-hop sans forcément être assigné à un rôle ou à une tenue particulière. Tout le monde pouvait rapper, tout le monde pouvait danser et tout le monde pouvait porter un baggy. À la base, le hip-hop c'est autant une affaire de femmes que d'hommes. Et même si on voulait jouer un petit peu sur les mots, on pourrait même dire que le hip-hop c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste pas une affaire de genre. Sauf que, depuis la fin des années 90, le rap il a bien évolué. Il s'est petit à petit détaché de son essence hip-hop, rangeant ainsi dans une boîte de souvenirs poussiéreuse beaucoup de valeurs que portait le mouvement, et notamment l'inclusivité des genres. Ça peut sonner vachement dramatique dit comme ça, mais en fait c'est le chemin que suivent à peu près toutes les contre-cultures quand elles sont récupérées par l'industrie. On commence par pratiquer un art novateur, en marge de la société et toutes ses normes qui uniformisent tout, et puis un beau matin, on a du succès, mais là, bam, ni une ni deux, on se retrouve sous la joue des maisons de disques qui rachètent notre art pour en faire un produit de supermarché, standardisé, poli, adapté au grand public et à la pensée dominante. Alors attention, je préfère vous prévenir, j'espère que vos chaises culminent pas très haut, parce que là, vous risquez d'en tomber brutalement. Le rap est complètement, mais alors complètement embourbé dans ce chemin. Mais vraiment les deux pieds dedans, quoi. Ça fait même un bon moment en fait pour être honnête, et il semble pas tellement décidé à en bouger. La conséquence, c'est que ça rend depuis longtemps cette musique perméable à plein de défauts qui habitent la société, et en particulier le sexisme. En rap, comme en politique ou en journalisme, c'est bien plus difficile pour une femme que pour un homme d'accéder à un poste de haute responsabilité, et c'est ainsi qu'on se retrouve à l'arrivée avec deux histoires différentes. D'un côté, celle du mouvement rap dans son ensemble, faite d'âge d'or, de crise et de révolution, et de l'autre côté, celle des femmes dans le rap. Une histoire en marge, avec ses propres succès et ses propres victoires. Alors cette histoire, certes, elle s'écrit et elle est racontée séparément, mais elle nous a quand même laissé des figures fortes. Et surtout, des figures qui ont cassé les codes, si on peut dire. Des figures qui ont secoué l'ordre établi, qui ont fait avancer le mouvement, et qui ont contribué de fait à l'émancipation des femmes, que ce soit dans le rap comme ailleurs. Du côté des États-Unis, on pense par exemple à Lil Kim, qui s'est fait connaître au milieu des années 90 et qui s'est très vite révélée inspirante, grâce notamment à sa manière décomplexée de parler de la sexualité féminine. En France, de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment on retrouve en tête de liste la figure de Diams, et si jamais vous avez l'impression de trop entendre son nom ou que les gens abuseraient un tant soit peu de la référence, dites-vous que ce sera quand même jamais assez par rapport à tout ce qu'elle a accompli. Disque de diamant, tournée des zéniths à guichet fermé, entrée au musée Grévin, on peut dire qu'elle a clairement explosé les plafonds de verre en matière de succès et de reconnaissance. Pour les femmes dans le rap d'une part, mais surtout pour le rap en général. Je déconne, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette, sortez les briques. Y'a comme un coup de haine quand je marche dans ma fille, comme un coup de gêne quand je parle de ma fille, comme un coup d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, comme un coup d'erreur quand je vois le taux de suicide, me demande pas ce qu'il est, à casser des vitrines, je suis pas la meilleure, je suis qu'une artiste en devenir, moi, je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le marque, je l'embrasse. Et maintenant alors, est-ce qu'on peut acter que le travail est terminé? Est-ce que pour les femmes dans l'industrie du rap, les fameux plafonds de verre n'existent plus que sous forme de débris? Plus rhétorique comme question, tu meurs, évidemment que non. Et c'est bien pour ça que l'histoire des femmes dans le rap, elle continue à être distinguée du reste. Qu'on continue à faire exister la catégorie des rappeuses. Et donc que des figures porteuses d'espoir et d'émancipation continuent d'émerger. Et parmi ces figures, il y en a une dont on parle un peu plus que les autres. Personnellement, ça fait 13 ans que je suis dans la musique et encore aujourd'hui, il y a des grands débats qui se font à chacune de mes sorties. Est-ce que les femmes ont leur place dans le rap? L'album Pourvu qu'il pleuve, c'est l'œuvre qui représente le plus la vision que j'avais dès le départ d'une rappeuse féminine dans l'industrie du rap. Bon, je crois que c'est l'heure des présentations. Vanessa Lesnicki, dite Shai, née à Bruxelles en 1990.
34 ans plus tard, le 19 janvier 2024, elle sort Pourvu qu'il pleuve, un album qui semble à la fois consacrer son statut de tête d'affiche dans le rap game et ancrer encore un peu plus une identité artistique bien prononcée. Mais Pourvu qu'il pleuve, c'est surtout un disque qui a permis à Shai de monter sur scène et de se révéler ainsi, rien que ça, comme une des meilleures performeuses du game, en proposant des shows uniques qui font déjà office de référence. Shai, elle est manifestement devenue une icône, ça fait plus aucun doute. Et comme toute icône, le fait qu'elle soit autant suivie, autant admirée et autant mise en avant, ça lui confère un pouvoir. Un pouvoir qui consiste soit à casser les codes de son milieu, soit à les renforcer. Et alors forcément, la question, elle doit se poser. Est-ce qu'avec Shai, on est face à la figure dont avait besoin l'émancipation des femmes dans le rap et pourquoi pas au-delà? Et bien ça tombe bien parce que c'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui sur Ujax. Le DOS, épisode 1, c'est parti. Alors c'est simple comme bonjour. Bonjour. Lancement du programme. Nouveau single. Aucun bug détecté. Impact imminent. Nouvel album, nouveau flow, pétage, je suis venu prendre tout ce qu'elles m'ont pris. J'ai les garçons quand je donne pas mon cul, ni au bolos, ni aux maisons de 17-17, appelle la police. Cœur rebondit comme un trampoline. À chaque coupé, mais qu'est-ce que t'es? Cet extrait de Commando qui vient de retentir dans vos oreilles, il est joué en exclusivité lors de la première édition des Flammes, il y a 2 ans, et il symbolise beaucoup de choses. Déjà, c'est le point de départ d'un nouvel arc dans la carrière de Shai, qui sera complété par la sortie de l'album Pourvu qu'il pleuve, et ensuite d'une succession de concerts plus marquants les uns que les autres, l'Olympia, tournée des festivals, le Zénith de Paris, le National Forest de Bruxelles, avec à chaque fois un spectacle sur mesure. Un spectacle d'autant plus impressionnant qu'il s'agissait des toutes premières expériences de Shai sur scène. L'artiste à ce moment-là, avant 2023, elle avait jamais fait de concert. Son CV sur scène, il se résumait vraiment à une petite apparition avec Booba en 2011 et à quelques showcases éparpillés par-ci par-là pour arrondir les fins de mois. Et là, en l'espace de quelques mois, elle se retrouve érigée en tant que bête de scène par excellence du rap francophone. Mais au-delà de la claque qu'on a toutes et tous pu prendre devant ce show-là, qu'on y assistait en direct live ou qu'on les regardait en VOD sur Arte, cette tournée, elle cristallise aussi tout ce qui fait que Shai est une figure porteuse d'espoir pour l'émancipation des femmes dans le rap. Un espoir qu'on pourrait résumer en 2 points. À un moment donné, je fais du rap, je reste une femme. Ça reste un milieu qui reste fermé aux femmes. Tous les jours, je me lève et je continue à m'asseoir à cette même table. Et ça, c'était pour moi un acte féministe. Et oui, voilà, on y est. C'est ça le premier point. Est-ce que le véritable spectacle, derrière les succès de Shai dans les bacs puis sur scène, c'est pas surtout celui d'une femme qui prend et qui incarne à merveille la tête d'affiche du rap FR? Parce que, sans vouloir vous surprendre, c'est clairement ce qu'elle fait. Et ça, c'est déjà un acte féministe en soi. Parce que c'est profondément féministe dans les répercussions. Factuellement, ça participe à l'émancipation des femmes dans ce milieu, ça ouvre des portes, ça inspire, ça donne des exemples, ça montre que c'est possible en fait, tout simplement. Et le simple fait d'atteindre un succès au niveau des hommes les plus notoires du milieu, ça permet d'abattre toutes les frontières qu'on serait tenté de construire entre la scène rap masculine et la scène rap féminine. Puisque si ça peut représenter la même chose en termes de chiffres et de statistiques, il n'y a aucune raison de penser différemment l'une de l'autre. D'ailleurs, si on continue dans cette logique d'acte féministe en soi, Shai, elle a aussi fait très fort en intégrant le jury de Nouvelle École par exemple. Alors oui, c'est vrai, elle a confié elle-même que l'équipe de production avait insisté pour la faire rejoindre l'émission parce qu'il s'était fixé comme consigne d'avoir une femme dans le jury. Mais en même temps, est-ce que, pour une fois, on pourrait pas se passer, ou du moins passer au second plan, les débats interminables sur les quotas, sur la discrimination positive et tout ce qui va avec, et juste reconnaître que, dans les faits, c'est quand même vachement cool de compter une femme dans un trio sélectionné pour représenter le rap.
Dans un milieu où un des principaux codes c'est genre être un homme, bah c'est aussi simple que ça. Intégrer ce milieu en tant que femme, c'est déjà bousculer les codes. Alors, être une femme qui remplit les plus grandes salles, qui donne des leçons de prestations scéniques à tout le monde, et qui en plus incarne le rap sur la plateforme de streaming la plus visitée du monde, je vous laisse imaginer. Surtout que le devant de la scène, Shai, elle a pas choisi de l'occuper de n'importe quelle manière non plus. Comme toute femme ambitieuse dans la société, j'ai été victime de critiques, d'insultes misogynes quand j'ai commencé la musique et jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de retourner les insultes pour en faire une sorte d'étendard, quelque chose que je porte et que j'assume. Donc si on estime qu'avoir de l'ambition ou vouloir s'exprimer alors que d'autres personnes voudraient qu'on se taise ou de vouloir s'habiller d'une certaine manière, c'est problématique. Moi j'ai décidé d'en faire une force avec ce concept qui est de m'appeler moi-même Jolie Garce. Bien sûr, comment évoquer la figure de Shai sans évoquer cet aspect? Cette bannière de la jolie garce qu'elle brandit, ça porte quand même un message fort. Le message, c'est j'ai conscience que ce que je propose dérange, que ça s'accompagne du risque d'être critiqué et même insulté, mais je suis plus forte que ceux qui vont me critiquer ou m'insulter, je suis au-dessus de ça. Et je fais même mieux, j'anticipe ces insultes, en me les appropriant comme quelque chose de valorisant. Parce que ouais, aujourd'hui, Jolie Garce, c'est carrément le nom du label de Shai. Et c'est devenu une expression reprise de partout aussi. On est sur un pur retournement de stigmate, qui a plutôt bien fonctionné en plus. Une étiquette dévalorisante, subie par une minorité, qui est réappropriée et transformée par celle-ci en symbole d'identité et de fierté. L'insulte, du coup, elle se retrouve vidée de son sens initial, et on lui réinjecte une nouvelle signification, cette fois positive. C'est ça le retournement de stigmate. Et ça fait partie des actes de résistance symbolique par lesquels passent toutes les catégories de personnes qui se retrouvent, d'une manière ou d'une autre, dans la position des dominés. Et dans le cas de Shai, c'est du coup difficile de ne pas y voir une forme d'acte féministe, une fois encore. Mais alors, c'est quoi exactement être une jolie garce? Shai, en fait, quand elle s'exprime à ce propos, elle le définit souvent en 2 points. C'est d'une part être sexy et l'assumer, et d'autre part avoir des propos qui dérangent. Et c'est cette bipartition qu'elle propose notamment dans son interview pour Le Code avec Mehdi Maizi, et qu'elle défend en général à chaque fois qu'on lui pose la question. En fait, être une jolie garce, c'est en quelque sorte briser les chaînes de la pudeur et de la docilité qu'on impose aux femmes dans notre société. Et du coup, c'est vrai que ça passe par l'apparence, le look, etc. Un truc que Shai promeut d'ailleurs pas mal, et notamment en insistant sur le fait qu'elle se distingue des rappeuses qu'elle dit, entre guillemets, garçons manqués. Et c'est vrai aussi que ça passe aussi par les sujets qu'on aborde. La sexualité, par exemple, c'est un sujet qu'on retrouve assez souvent dans les textes de Shai, et ça c'est cool, parce que en fait, à chaque fois qu'une meuf parle de cul au micro, c'est un coup de plus qui est asséné à ce fameux diktat de la pudeur. Dans son ouvrage, qui s'intitule « À qui profite le sale ?», Benjamin Veil, une philosophe de formation qui s'est particulièrement intéressée au rap français, elle explique justement que cette injonction pour une femme à être prude, à être décente, c'est en partie lié à la vision occidentale de la sexualité. Un monde du coup que l'on réserve aux secrets de la nuit, aux secrets de la chambre à coucher, et qu'on s'efforce de limiter coûte que coûte dans l'imaginaire collectif à la reproduction. Elle écrit carrément que, je la cite, « Le sexuel est frappé du sceau de la honte et le désir sexuel doit être amadoué, voire tu ». Et cette vision, elle pose forcément problème, parce que du coup en France, et partout d'ailleurs en Occident, même si on a l'impression que la libération des femmes, elle progresse, on galère encore pas mal à penser cette libération autrement qu'à travers le modèle de la femme occidentale. C'est-à-dire la femme qui se libère tout en obéissant malgré tout à ce diktat de la discrétion. On accepte en gros qu'une femme s'émancipe dans sa sexualité, mais à condition qu'elle en fasse jamais l'ostentation. Sinon, elle est rappelée à l'ordre. En gros, l'idée qui malheureusement domine, c'est qu'une femme peut avoir une vie sexuelle libérée dans l'espace privé, mais qu'elle doit par contre à tout prix faire preuve de discrétion et de retenue dans l'espace public. Cette dynamique de libération, elle est loin d'être parfaitement vertueuse, parce que, comme elle le dit, Veil, ça contribue à augmenter ce qu'on appelle le slut-shaming. Le slut-shaming, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros le fait de pointer du doigt, de mépriser et d'insulter toute femme qui chercherait à se libérer un peu plus que ce à quoi elle est autorisée. Si jamais une femme tente d'avoir une vie sexuelle libérée, et en plus qu'elle tente d'en parler librement, elle est rapidement taxée de tous les noms, et pourquoi pas donc de garce. On est sur des insultes qui, en plus d'être souvent des balles perdues pour les travailleuses du sexe, ont pour fonction de mettre les femmes ciblées en dehors
du champ de l'émancipation, histoire que le masculin garde bien la main sur ce qui est accepté ou non quand on parle d'émancipation des femmes. Mais alors du coup, pour remettre quand même un peu de réjouissance dans tout ça, en fait quand on a une rappeuse comme Shai, qui parle de sexualité comme elle le fait, c'est à chaque fois un bras d'honneur qui est adressé à ces dictates-là, et un bras d'honneur qui est adressé surtout au modèle de la bonne femme libérée qu'on essaye de vendre. C'est en quelque sorte une tentative de reprendre le contrôle sur cette libération. On parlait de Lil Kim au début de la vidéo, et c'est vrai que dans le rap, c'est un peu elle, la mère de cette forme de féminisme. Un féminisme qu'on dit pro-sexe, et qui a une visée émancipatrice. C'est un peu la première qui a ouvert la voie, qui a montré qu'une femme pouvait aussi parler de sa sexualité, et qu'elle pouvait surtout le faire avec la même vulgarité qu'un homme. C'est un héritage d'ailleurs que plusieurs figures portent encore aujourd'hui, et Shai, elle s'en réclame d'ailleurs elle-même, quand, dans Santa Fe, elle scande « Ici y a pas de go, venez pas me combattre, je suis Lil Kim, Alia, Riri, bad guy ». KG, 4K, j'fais le big bois de gauche, ici y'a pas de go, venez pas me combattre, j'suis Lil Kim, Alia, Riri, bad guy. Ta pétasse qui est dans sa semaine, j'te fais fantasmer. Si on fait le bilan, ça fait maintenant plus de 10 ans quand même que Shai est une rappeuse à succès grandissant, qui se démarque par sa capacité à s'assumer en tant que femme, ça c'était le premier point, et qui n'a pas peur de parler de sexualité dans ses chansons, ça c'était le deuxième point. Et en fait, si on combine tout ça, si on fait une super fusion, ça donne un progrès féministe en soi dans le rap français. En fait, on pourrait dire qu'on part de tellement loin que peu importe comment ces réalités existent, on s'en fout de comment elle a obtenu son succès, on s'en fout de quelle manière elle s'assume en tant que femme, on s'en fout de quelle façon elle aborde la sexualité. Le simple fait que ça existe, c'est déjà une victoire, c'est déjà un progrès. Mais, cependant, est-ce que ce serait honnête de s'arrêter là ? Malheureusement, pas tellement. Sans contredire tout ce qu'on a déjà évoqué, on peut au moins nuancer. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est un peu la même pour chaque progrès en fait. Ok, c'est cool, j'ai une vraie avancée en face de moi, sous mes yeux, ça je peux pas le nier, mais est-ce que cette avancée-là, elle va ouvrir la porte à d'autres avancées dans la foulée ? Ou est-ce qu'au contraire, elle sert pas un peu de caution, d'exception ? En mode, ah c'est bon, il y a déjà eu un progrès dans ce sens, maintenant on boucle le dossier, on met ça de côté quoi. Au final, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que Shai, elle serait pas la rappeuse féminine parfaite pour que ce milieu masculin qu'elle rappe reste toujours aussi masculin. Moi, je valide parce que c'est un peu l'essence de base de Jolie Garce quand j'arrive dans la musique. Et je me suis sentie seule pendant toutes ces années. Je pense que Théodora, elle fait partie des rares artistes qui viennent avec ce propos où on se permet de dire des choses. On n'est pas juste la meuf qui parle de son petit mec qui fait je sais pas quoi et puis on se la raconte. C'est cool parce que là, en tant que Shai, on a ici quelque chose à ajouter en fait à la liste de ce qui fait d'elle une figure d'émancipation. Sauf que, avant de se précipiter, parce que la précipitation c'est jamais bon, on peut quand même se demander un truc tout simple. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle nous dit là, Shai ? Est-ce que c'est réellement ce que Shai incarne, le fait de s'éloigner du sujet des mecs ? La réalité c'est que, quand même, c'est un thème qui revient beaucoup sur Pourvu qu'il pleuve, son dernier album. Alors, évidemment, choisir cet extrait d'entretien qu'elle a accordé à Bouscapé, c'est un peu provoque. Donc, par honnêteté, pour compenser, il faut préciser quelque chose. Au départ, cette DA de la Jolie Garce, qui snob un peu le sujet des hommes, c'est une DA qui se vérifiait plutôt pas mal. Ça, c'est vrai. Sur son précédent disque, Antidote, qui est sorti en 2019, on avait un bel exemple de ce à quoi peut ressembler une attitude de bad bitch qui ne s'exprime pas que par l'angle des relations hétéros. C'est presque même l'inverse qui se passe d'ailleurs sur cet album. Sur Antidote, Shai, en fait, elle se démarque par le fait d'assumer son corps, d'assumer son style, et surtout par le fait de se désintéresser des hommes. Et pour une femme médiatisée, on sait qu'un des plus gros défis d'émancipation, de la domination masculine, au-delà de réussir à être visible, c'est de réussir à être visible sans être constamment ramené aux hommes. Cette prouesse de se détacher des mecs, c'est tellement difficile et rare, qu'on a même développé un outil pour mesurer à quel point ça n'arrive jamais. Cet outil, c'est le test de Bechdel. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une sorte de grille de lecture, imaginée donc par l'autrice de bande dessinée Alison Bechdel, qui s'applique en l'occurrence aux personnages féminins, donc dans des fictions à la base, et qui permet en gros de prouver que, même si la présence de persos féminins augmente dans les œuvres grand public, le rôle de ces femmes il est souvent très secondaire, très réducteur,
et s'apparente la plupart du temps à un simple faire-valoir des persos masculins. En bref, pour qu'une œuvre passe le test de Bechdel, le réussisse, il faut qu'elle coche 3 critères. Le premier, c'est qu'il doit y avoir au moins 2 femmes dans l'œuvre qui doivent être nommées, nom et ou prénom. Le deuxième critère, c'est que ces femmes, elles doivent parler ensemble à un moment donné. Et le troisième et dernier critère, c'est qu'elles doivent parler de quelque chose sans rapport avec un homme. Alors évidemment, l'intérêt de ce test, c'est de démontrer que, encore aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des œuvres, elles ont quand même un peu de mal à passer ce test. Ce qui est la preuve flagrante que même si les femmes, elles sont de plus en plus représentées dans l'art, leur rôle, il est souvent imaginé par des hommes et pour des hommes. Et ce test, ce qui est aussi cool, c'est qu'on peut d'une certaine façon l'appliquer aux œuvres musicales. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'on peut aussi le faire avec la musique de Shai. En fait, si on l'adapte un peu, on peut répartir du principe que pour qu'une chanson passe le test de Bechdel, elle doit être interprétée par une femme et ne jamais évoquer un sujet en rapport avec les hommes. Ok, ça nous fait 2 critères. Et sur Antidote, son précédent album, il y a mine de rien 8 morceaux sur 14 qui passeraient le test selon ces critères. Donc du coup, plus de la moitié. Et à ce niveau-là, avec ce disque et avec le succès qu'il a rencontré aussi, on pourrait du coup être assez optimiste. Et se dire que Shai, elle casse doublement les codes. D'une part en réussissant à se faire une place au premier plan de la scène rap, qui est particulièrement masculine, et d'autre part en y parvenant sans trop se conformer et sans trop conformer sa musique à ce que la domination masculine attend d'elle. C'est-à-dire une artiste femme dont le principal centre d'intérêt serait les hommes. Mais, parce que vous pensez bien qu'il y a un mais. Ça, c'était le constat qu'on pouvait faire il y a ça presque 6 ans. Et en fait, à l'écoute de Pourvu qu'il pleuve, son dernier album en date, qui est sorti bien plus récemment, il y a quelque chose d'autre qui est assez frappant. La place qu'occupent les hommes et les relations hétéros dans les lyrics de Shai, elle est bien plus grande et elle est en nette augmentation. Et alors du coup, si on va rechercher notre test de Bechdel, le résultat il est sans ambiguïté. Sur 15 morceaux, il y a seulement 2 titres, Commando et 17, qui pourraient prétendre réussir le test. Et du coup, force est de constater qu'on est sur un album qui bouscule pas tant la domination masculine dans le fond, parce que même s'il est porté par une femme, il se centre encore malgré tout beaucoup sur les hommes. Et l'image que ça renvoie quand même à l'arrivée, et que ça renforce malheureusement, surtout pour un milieu où les femmes se font rares, c'est que pour percer en tant que femme, la condition, c'est peut-être au moins de parler d'hommes. Moi je te mens pas, t'as trop tardé, j'ai accéléré. Tu racontes toute ta vie, c'est du blabla. Je vois que t'as pas les épaules, je sais déjà. Jolie nana, j'ai pas le temps pour toi, je crois que je vais décaler. Tu veux une go comme moi, tu dis que t'aimes le danger. Monte pas dans le Mercosport, ton petit cœur va se cracher. Faut les baiser, y'a pas de mis à mort dans la MG. T'as capté, bad bitch pour te dompter. T'es prêt à tout pour, t'es là. Mais je veux savoir si t'es là. T'es prêt à tout pour, t'es là. Mais moi je veux savoir si t'es là. Et évidemment, il n'y a pas qu'une seule manière de parler des hommes et des relations hétérosexuelles en général. En fait, en fonction du ton et de l'approche qu'on en a, ça peut même être plus ou moins sain d'en parler, plus ou moins progressiste, et plus ou moins éloigné du schéma hétéro inégalitaire de base. Et d'ailleurs, du coup, dans le premier extrait qu'on vient d'entendre, qui est issu du morceau T'es Mimi, Shai, elle met le sujet des relations avec les hommes sur la table, mais pour en gros dire qu'elle en a rien à foutre, qu'elle a pas le temps pour ça. À ce moment-là, les gadgets, ça forme une sorte de non-sujet pour elle, et même si certaines diront peut-être que ça aurait été encore plus cool de pas en parler du tout, mais moi je pense que d'un côté, c'est aussi chouette qu'une rappeuse puisse, dans un couplet plein d'attitudes, se vanter hyper explicitement de pas calculer ces messieurs, et du coup donner une forme d'exemple. C'est d'autant plus cool que ça compense un peu le reste, d'ailleurs, parce que sur le deuxième extrait qu'on a entendu, qui est issu du morceau Poison Ivy, on retrouve une Shai en position de force par rapport à la jante masculine, mais cette fois, c'est une force qui se puise ailleurs. Non plus tellement dans le détachement, mais davantage dans la domination. Alors c'est sûr, spontanément on pourrait s'en réjouir, se dire que ça renverse les codes. Mais le truc c'est que quand on a pour ennemi un système de domination, on a beau dans un couplet inverser les rôles du dominant et du dominé,
au final on continue malgré tout à être fidèle à la rhétorique de la domination, à ses logiques, et donc à lui donner du crédit. Ce tableau-là que propose Shai, qui promet du coup que ton petit cœur va se cracher, qu'il n'y aura pas de mis à mort dans la MG, mais seulement une bad bitch pour te dompter, ça met clairement les deux pieds dans cette rhétorique-là. En fait, du coup, c'est assez loin de promouvoir une vision saine de la sexualité, qui serait davantage centrée sur le désir féminin et le partage à deux. Parce que ça, c'est notamment des choses qu'ont déjà pu faire des rappeuses. C'est notamment le cas de Missy Elliott, avec son single One Minute Man, qui fait quand même partie un peu des références en la matière. Et Benjamin Veil, pour le coup, elle a édicté une règle de l'émancipation féminine en matière de sexualité, qui est assez simple et qui est assez claire. En fait, ça consiste à se réapproprier son corps et sa sexualité, mais sans exproprier le corps et la sexualité de l'autre. Et cette règle, il faut le reconnaître, Shai, sur cet extrait-là notamment, elle passe plutôt à côté. Et on pourrait même continuer tant qu'à faire, parce que Shai, malheureusement, elle s'arrête pas là. Parce que comme en témoigne le troisième extrait qu'on avait entendu, qui est issu du morceau Shooté cette fois, il lui arrive également de même pas titiller les codes de la domination des relations hommes-femmes. En fait, ici, elle fait même clairement l'inverse. C'est-à-dire que quand elle chante que t'es prêt à tout pour eux, t'es love, mais je veux savoir si t'es love, elle rétablit le bon vieux rapport de force patriarcal traditionnel, avec d'un côté un gars qui semble se focaliser sur lui-même, sur sa réussite, sur son business, et de l'autre côté, une fille qui se focalise sur le gars, et lui court après pour essayer d'obtenir un petit peu de considération. Nous, en tant qu'auditeuristes, on retrouve donc une Shai qui se met donc elle-même en position de faiblesse, et c'est d'autant plus dommage quand on sait qu'elle s'est plutôt bien dégagée l'image inverse, quoi. C'est-à-dire forte, arrogante et indépendante. Sur ce son-là, tout ça a un petit peu disparu, et la barrière du cliché, elle est du coup carrément franchie. Ce qui est un peu perturbant là, c'est que, en plus de pas casser les codes, Shai, elle semble au final les embrasser de plus en plus. En fait, c'est tellement cliché de la domination masculine classique qu'on a l'impression que c'est écrit pour faire plaisir à un public d'hommes. Et c'est peut-être ça le vrai problème. On a quand même l'impression que ce que fait Shai, à pas mal de moments sur son album Pourvu qu'il pleuve, c'est en gros de s'adapter au regard masculin et de lui donner ce qu'il a envie de voir, tout simplement. On est peut-être sur une belle illustration du male gaze, ou regard masculin, comme l'entendait Laura Mulvey. Pourvu qu'il pleuve, c'est un album qui donne la sensation d'être une proposition faite pour des hommes. Bah oui, Shai, indomptable séductrice, n'en est pas moins une killeuse au micro armée d'une plume affûtée. Son troisième album est une invitation subtile à découvrir ses multiples talents pour sortir de la case jolie pin-up dans laquelle certains aimeraient trop vite l'enfermer. Shai raconte qu'elle fait de la musique pour les filles qui veulent s'en sortir et dans une industrie largement dominée par les hommes, elle n'hésite pas à utiliser sa sensualité comme une force pour faire boire la tasse à ses détracteurs. Et beaucoup l'ont découverte dans Nouvelle École. Cet extrait, il nous vient de l'émission Musical Line sur France Inter. Et cet extrait, il nous permet de se rendre compte d'une chose, la confusion qu'on a tendance à faire face à une femme à succès qui met en avant sa féminité et sa sensualité. L'erreur, qui est assez fréquente, c'est peut-être de se dire qu'une femme qui réussit et qui en plus reste, entre guillemets, très féminine, pour reprendre les mots que Shai peut utiliser en interview, c'est encore plus glorieux, car plus difficile en fait. Et pourtant, face à ça, il y a quand même pas mal d'approches féministes qui essayent de mettre un petit peu le haut là à ce propos, qui essayent de nuancer un petit peu cette lecture du succès des femmes. Et parmi ces approches, on retrouve celle de Virginie Despentes, qui, dans un petit essai intitulé King Kong Theory, sorti il y a déjà presque 20 ans maintenant, a plutôt tendance à avancer le contraire, à estimer que c'est plus acceptable d'avoir du succès en tant que femme, justement quand on coche les cases attendues de la féminité. Despentes, elle adhère d'ailleurs à 100% au concept du male gaze, elle se gêne pas pour dénoncer le fait que, depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours imaginé des persos féminins avec qui ils rêvaient de coucher, tout simplement, et que maintenant que les femmes produisent aussi des œuvres, elles font pareil, comme si le personnage féminin, il n'avait pas d'autre destin que d'être un faire-valoir du désir masculin. Et du coup, à cette question qu'on se pose spontanément, qui serait en somme « Pourquoi toujours chercher à faire plaisir aux hommes ?», notre amie Virginie, elle propose une réponse. Et ça va pas forcément servir les intérêts marketing de Shai. En fait, ce que Despentes, elle essaie de nous expliquer, c'est qu'il y a bien eu une vague d'émancipation des femmes, et que les femmes ont effectivement pu franchir la porte de plein de domaines prestigieux, à la base réservés aux hommes. Donc ça peut être le cinéma, le journalisme, le rap. Il y a eu, c'est clair, dans ces milieux-là,
un vrai gap de puissance qui a été passé et qui a été acquis par les femmes. Mais il y a une contrepartie quand même à ça. Et c'est ça qui nous embête. Les femmes seraient en gros dans l'ensemble embarrassées par leur puissance. Ça, c'est la taille de dépente. Et les mecs qui ont en gros perdu des privilèges, ils ont perdu le monopole de certaines activités, de certains marchés, et ça à cause des femmes. Du coup, en réponse, on a beaucoup de meufs qui vont avoir le réflexe de minorer cette puissance qu'elles ont acquise et de pas trop la valoriser. Comme si finalement elles cherchaient à s'excuser de prendre la place d'autres hommes et d'accaparer des compétences et des qualités masculines. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut minimiser une puissance que le monde entier voit comme masculine? Et on joue souvent à fond la carte de la féminité. Du coup, si on revient à Shai, avec Pourvu qu'il pleuve, l'artiste elle nous offre quand même un disque plus axé sur la sensualité que ses précédents projets. Et au-delà même des thèmes qu'elle aborde dans ses sons, à savoir la sexualité et les relations avec les hommes, il y a aussi l'ambiance, la couleur qui habite et qui embaume l'album. C'est plus sensuel, c'est plus suave, c'est plus libidineux. On est assez loin, mine de rien, de l'insolence, un petit peu bourrine, qu'on retrouvait par exemple sur Antidote et qui faisait d'ailleurs le charme du disque. Les pics d'insolence, ils ressemblent maintenant plus à des techniques de séduction, quoi. On a moins l'image d'une rappeuse qui pourrait mettre des droites à un mec, et davantage celle d'un jeu à la « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis ». D'ailleurs, sur chacun des deux disques, c'est marrant, on retrouve un feat avec Niska. Et le contraste entre les deux morceaux, il illustre bien le contraste entre les deux projets en général. En fait, sur Antidote, on a eu le droit à Liquide, en 2019, qui est porté par une Shai pleine d'arrogance et de désintérêt sincère pour la gente masculine, clamant qu'elle n'est à la recherche que d'argent, quoi, en gros. Et en 2024, sur Pourvu qu'il pleuve, on a eu le droit au featuring intitulé Sans cœur, où Shai, cette fois, elle semble avoir un petit peu troqué son insolence pur jus contre une insolence de synthèse, davantage assimilable à une technique de séduction enjolivée, comme en témoigne d'ailleurs le clip, quoi, qui met en scène un homme et une femme qui globalement se tournent autour en feignant de ne pas vraiment être intéressés. C'est classique, c'est pas gravissime, mais ça montre un changement. Dans le paysage du rap français, c'est rare d'entendre des femmes. On a eu Diams. Je trouve qu'elle était plus garçon manqué dans sa manière de se vêtir, sa coupe de cheveux et tout. Donc j'ai l'impression que ça, c'est plus acceptable. Quand tu es vraiment féminine, ou voire sexy, et que tu assumes ce côté-là, le public il a toujours du mal, mais je trouve que ça a beaucoup changé. C'est assez frappant quand même, à quel point l'énergie qui traverse Pourvu qu'il pleuve, et à quel point le contenu de cet album illustre quasi parfaitement l'idée que Virginie Despentes développe derrière le concept de chaudasserie, à savoir, selon ses dires, la hausse de femmes médiatiques qui basent leur identité et leur apparence sur une sensualité et une féminité bien affirmées. Je la cite, ce sera toujours plus simple. « C'est en fait une façon de s'excuser, de rassurer les hommes. Regarde comme je suis bonne, malgré mon autonomie, ma culture, mon intelligence, je ne vise encore qu'à te plaire. » Et ça, mine de rien, c'est un peu pile l'inverse de la manière qu'on a de présenter Shai la plupart du temps, à savoir une rappeuse forte qui bouscule les codes en assumant sa féminité et sa sexualité. Et comme le montre l'extrait qu'on a entendu à l'instant, c'est aussi la manière qu'a Shai de se présenter elle-même. Elle-même met l'accent sur le fait que son succès, il est d'autant plus impressionnant qu'elle ose jouer la carte de la féminité. Quand Shai se distingue de Diams, de la figure de garçon manqué qu'elle incarnait, c'est bien là qu'il y a une vraie confusion en fait. Une confusion entre ce qui est émancipateur d'un côté et ce qui ne l'est pas de l'autre. Parce qu'il faut se rappeler quand même que la figure du garçon manqué, et plus généralement du brouillage des frontières entre les genres, c'est quand même un des signes distinctifs de la culture hip-hop aux origines. Les meufs du move, comme on les appelait, dans les soirées hip-hop des années 80, c'était les premières à se saper en basket, hoodie et baggy. Et c'est un peu l'inverse de la Shai, version Pourvu qu'il pleuve. À travers cette nouvelle version de la jolie garce, en fait, on pourrait donc suggérer que Shai se trouve en plein dans l'injonction que Despentes met en lumière, à savoir « soyons libérés, mais pas trop ». Dans un sens, elle incarne désormais à elle seule ce double phénomène. D'une part, le fait qu'il n'y a jamais eu une aussi grande présence médiatique des femmes, et d'autre part, le fait qu'il n'y a jamais eu autant d'injonctions esthétiques pour les femmes. Et Shai, qui est devenue clairement une tête d'affiche incontestable de notre bon rap français, c'est comme si elle avait dû inconsciemment, en quelque sorte, montrer patte blanche dans la jungle d'hommes, en jouant plus que jamais de la carte du coquet, du sensuel et du féminin.
Comme si elle devait rassurer tout ce beau monde en leur prouvant qu'elle allait pas foutre un trop gros bordel dans tous ses codes. Et ça, ça correspond à une formule de dépente, encore une fois, qui fait plutôt bien office de résumé à tout ce qu'on vient de se dire. Preuve de féminité, gage de docilité. Alors attention, wow, faut pas non plus nier, ni même remettre en question une seule seconde, le fait que Shai, elle a morflé. Elle a mangé la blinde d'insultes parce qu'elle a choisi de proposer une imagerie sexy. Évidemment que ça amène des insultes. Mais en fait, la réalité, c'est que dans tous les cas, ça amène des insultes. C'est même le principe même des normes schizophréniques qui pèsent sur les femmes en société. Et pour faire un petit peu de name dropping comme ça en fin de podcast, en fait, de Margaret Mead à Nicole Claude Mathieu, c'est ce que beaucoup de recherches en sciences sociales ont déjà documenté. On exige des femmes qu'elles cèdent aux attentes des hommes, y compris esthétiques, et en même temps, on exige d'elles qu'elles n'y correspondent pas trop non plus, parce que ce serait le signe qu'elles se donnent trop facilement à ces mêmes hommes. Ne pas céder est une norme, et en même temps, céder est une norme. Et Shai, elle semble complètement prise dans cet étau, tout simplement parce que il n'est pas vraiment possible d'y échapper en fait, à moins de vraiment choisir de rester en marge de l'industrie quoi. C'est peut-être la seule option. Et au fur et à mesure des sorties, le curseur chez Shai, il est visiblement de mieux en mieux réglé pour faire de la rappeuse le modelage parfait de ce que le milieu du rap tolère pour une femme. La rappeuse qui remplit les conditions, qui coche les cases et qui assure une certaine stabilité de l'ordre masculin. D'ailleurs, moins nombreuses sont les rappeuses mises en avant, moins le risque que l'une d'entre elles défie cette loi de la bonne féminité est élevé. Et Shai, elle est encore souvent présentée comme bien seule parmi les rappeuses en francophonie. Aujourd'hui, c'est vrai, sans manquer de respect aux autres artistes, notamment rappeuses, mais il y a un peu ce côté, Shai, c'est la rappeuse numéro 1. Et tu le dis d'ailleurs, je me permets de le dire, parce que tu le dis, tu l'assumes sur le projet. Du coup, quand t'es numéro 1, ou que en tout cas, toi, tu le dis, il y a aussi cette pression que même toi, tu te mets. Après, c'est une pression que je me mets seule, mais parce que je suis seule. Okay. En vrai, y a pas de... aujourd'hui, il n'y a pas de rappeuse qui certifiée, qui sort... Il n'y en a juste pas. Malheureusement, c'est vrai. C'est malheureusement... Ouais. C'est une réalité. J'ai toujours dit, si je fais de la musique, c'est parce que j'ai besoin qu'une femme puisse être représentée dans ce paysage. Même pas une, j'aimerais qu'on soit plus. Bien sûr. Et je le dis, ça fait une dizaine d'années maintenant que je le dis. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir ouvrir ces portes-là. De prime abord, Shai, elle a raison. Elle est la seule. Ou du moins la seule visibilisée. Et ça, c'est pas son choix à elle. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la Schtroumpfette ? Le nom, il est un peu marrant, mais ce qui désigne un peu moins quand même. En gros, c'est un syndrome qu'on pourrait observer dans pas mal de milieux médiatiques. Typiquement, quand un milieu est composé d'un groupe majoritaire d'hommes, accompagnés d'une seule femme. Vous avez à coup sûr des images qui vous viennent en tête, qui répondent à ce schéma. Ces dernières années, par exemple, moi, celui qui me vient le plus en tête, c'est que c'était un truc assez flagrant sur les plateaux de chroniqueurs sportifs, à la télé par exemple. Et le lien avec la Schtroumpfette, il est simple, vous le voyez venir, on est pile sur le tableau des Schtroumpfs, avec une seule femme, la Schtroumpfette, pour tout un groupe composé exclusivement de Schtroumpfs masculins, qui en plus ont chacun une compétence ou une caractéristique qui les définit. Parce que oui, c'est ça aussi le deuxième truc que révèle le syndrome de la Schtroumpfette, non seulement il n'y a qu'une femme, mais en plus de sa présence, et en fait, cette présence-là, elle est ramenée uniquement à son genre, à son statut de femme. Tandis que ces braves messieurs, ils sont reconnus pour leur qualité, leur savoir-faire, etc., etc. Forcément, dans un milieu qui souffre du syndrome de la Schtroumpfette, une femme est intégrée parce que c'est une femme. Et du coup, entre guillemets, plus elle fait femme, c'est-à-dire plus elle coche tous les stéréotypes de la féminité, plus elle a de chances d'occuper cette place. Et oui, si on fait le bilan, pour être une femme visible, il faut remplir 2 conditions. La première, c'est correspondre aux clichés, au code. Et la deuxième condition, c'est être la seule visible. Je crois, sans trop m'avancer, que dans la sphère du rap francophone, Shai, elle remplit plutôt bien ces 2 consignes. Le syndrome de la Schtroumpfette, c'est un concept d'ailleurs que Benjamin Veil utilise pas mal quand il s'agit de parler du rap sous un nom féministe. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne un synonyme pour cette fameuse figure de la Schtroumpfette, la femme prétexte. Et le mieux pour le comprendre, c'est encore de la citer.
La Schtroumpfette sert la domination masculine en donnant l'impression d'une inclusivité pour mieux l'empêcher ensuite. Elle devient une femme prétexte puisqu'elle est la seule autorisée. Et alors dans le rap, en France, Shai, elle fait office de prétexte, c'est assez indéniable. Il y a quand même d'ailleurs pas mal de signes indicateurs. C'est globalement la seule, ou au moins à chaque fois la première qu'on cite quand on parle de rappeuses actuelles. Et puis chaque nouvelle rappeuse qui émerge est rapidement ramenée et comparée à elle. Ou à Diams, qui était déjà à son époque la femme prétexte aussi. Il y a quand même un côté assez révélateur à ça. Genre c'est comme si, dès qu'un jeune rappeur sortait son premier projet, on le comparait automatiquement à Gazo. Genre peu importe comment sa musique sonne, peu importe ses influences, juste parce que c'est un gars. Et ce syndrome de la femme prétexte, il a ça aussi de puissant qu'il est intériorisé, y compris par les femmes qui occupent la seule place à la lumière qui est disponible. D'une certaine manière, elles ont conscience que cette place, elle peut pas être doublée, que c'est elle ou une autre femme, et que en réalité, il n'y a pas vraiment moyen de partager. Du coup, très naturellement, ça nourrit une sorte de réflexe à la concurrence entre les femmes. Et dans le rap, où il y a en plus une culture de l'ego trip, du clash et du pic, c'est assez facile à identifier quand même. Si on revient à Shai, c'est un peu ce réflexe qu'on retrouve dans son morceau JGG, Jolly Girls Gang. Quand elle lâche un indétrônable c'est moi la boss, c'est ta PUTE qui passe sous la table. Mais c'est aussi le cas dans Joli Go, un single qui avait en plus hyper bien marché, où elle se vante assez nonchalamment qu'une masse d'autres femmes parlent dans son dos. Mais ce réflexe, on le retrouve pas que dans les morceaux en même temps. Parce que c'est aussi ce réflexe qui la trahit quand elle est face à Mehdi Maizi en interview, comme on vient de l'entendre, quand elle confirme et qu'elle insiste sur le fait qu'elle est la seule rappeuse par chez nous. Alors elle se rattrape une minute plus tard, je vous renvoie à l'interview, en précisant qu'elle aimerait quand même que les femmes soient plusieurs dans ce milieu, mais sa première réaction à ce moment-là, elle a déjà eu le temps de raisonner. À l'arrivée, on comprend quand même que derrière son petit nom un peu marrant et un petit peu goofy, le syndrome de la Schtroumpfette, il est quand même bien nocif. Parce que le résultat, c'est que bien souvent, l'entre-soi masculin il est tellement bien organisé que les rares meufs qui arrivent à se frayer un petit chemin comme ça, elles finissent par se mettre en concurrence entre elles, alors que la vraie concurrence, elle se trouve quand même plus du côté de ceux qui voient jamais leur place questionnée, et surtout qui sont en immense majorité. Ici, j'ai nommé les hommes, et surtout les rappeurs. Et c'est vrai que quand je vois qu'on essaye de nous faire dire que Shai est forcément féministe, moi ça me pose question à plein d'endroits. Parce que déjà, ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est pas parce que tu es une femme dans une industrie masculine que tu es forcément féministe. En plus, ça voudrait dire qu'on parle à sa place. Et or, le féminisme, c'est quand même ne pas parler à la place des concernés. Et en plus, le féminisme, c'est combattre un système. Et donc, c'est pas simplement par rapport à soi-même, mais c'est surtout par rapport aux autres. Et donc, il y a un enjeu qui dépasse la simple situation individuelle. Donc, dire de Shai qu'elle est forcément féministe, c'est déjà pas très respectueux ni de Shai, ni du féminisme, finalement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Bon, on commence à beaucoup la citer, mais en même temps, là, elle a raison. Benjamin Veil a une fois de plus raison. Scruter au millimètre chaque couplet et chaque apparition de Shai pour déterminer si elle est ou non féministe, c'est une démarche plutôt anti-féministe, en fait. Parce qu'il y a une seule et unique personne capable de revendiquer une telle chose, c'est Shai elle-même, et personne d'autre. Et pourtant, c'est quand même bien fréquent que quand une femme commence à se faire une place dans un milieu, elle soit obligée de passer sous une sorte de portique féministe, comme si chaque putain de journaliste de France avait reçu comme consigne de la faire biper pour discréditer l'artiste. Et Shai, elle en est mine de rien à son 3e album, donc elle a forcément déjà essuyé ce réflexe un peu poussiéreux. Nous, de notre côté, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir ce que Shai pense. Alors, à moins qu'elle le dise explicitement, déjà on peut pas prétendre le savoir. Et même si on se lançait dans une grande partie de Cluedo pour savoir si Shai elle fait partie d'un comité local pour nous toutes, ça aurait pas tant d'intérêt. Ce qui est intéressant par contre, c'est ce que l'artiste Shai incarne, ce qu'elle renvoie de son époque, du milieu et du monde dans lequel elle évolue. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la difficulté que rencontrent les femmes dans le rap en France à travers la figure de Shai, et de savoir si la figure de Shai a un impact sur la difficulté des femmes dans le rap en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la figure de Shai peut avoir un impact sur Shai elle-même. Prisonnière du cahier des charges hyper pesant qui est destiné à rencontrer n'importe quelle rappeuse à succès, elle a déjà pu constater qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait en matière de musique, de direction artistique et de choix d'imagerie. Ou du moins qu'elle ne pouvait pas espérer que le public accepte n'importe quelle proposition.
Quand elle sort le single et le clip de Da en 2022, en prenant un virage un petit peu science-fiction et assez conceptuel dans l'imagerie, et bah on lui tourne le dos. Résultat, et ça c'est même elle qui l'a confié, elle a dû retravailler, en profondeur même, l'album qui était censé arriver rapidement après ce single, pour au final nous offrir, pourvu qu'il pleuve, une œuvre qui coche quand même beaucoup plus de cases dans ce qu'on attend de la femme rappeuse. Et malheureusement, chaque fois qu'elle cède à cette image qu'on attend d'elle, elle réduit encore plus ses chances de pouvoir un jour s'en échapper. Mais c'est la société qui est misogyne et sexiste. Et le rap n'est que le reflet de la société. Et n'est pas du tout exclu de celle-ci. Et du coup, je pense que quand tu es une femme qui veut travailler, qui est ambitieuse, que tu fasses de la politique, que tu sois journaliste, que tu sois écrivaine... Oui, moi, j'ai pas envie d'avoir une polémique, parce que j'ai... Non, ça marche. S'il vous plaît. En gros, tout le monde peut devenir une bad bitch. Clairement, ouais. Tout le monde peut devenir une bad bitch. Même vous. Mais moi, je peux devenir une bad bitch. Un député européen peut devenir une bad bitch. Voilà, peut-être qu'il faut revoir un peu quelque chose. Au niveau de... Qu'est-ce qu'il faut revoir? Le look. Peut-être les ongles, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont, mes ongles? Un petit truc un peu plus... Ouais, je sais pas. On est un peu ringue, c'est ça? En fait, il faut... Au niveau du style aussi. Ouais, c'est plus... pas... Non. Oui. Là, on n'est pas là. D'accord. Faut s'affirmer, quoi. Alors, vous allez faire. Ça, vous avez peut-être reconnu, ça vient de son passage dans la superbe émission Quotidien. Et je trouve cet extrait quand même hyper révélateur. Même quand elle veut parler d'autres sujets, même quand elle veut défendre une autre image d'elle, en l'occurrence ici elle explique qu'elle espère être un exemple pour toutes les femmes qui veulent s'émanciper, et bah elle est toujours ramenée au même angle. Shai, et surtout pour les grands médias généralistes, et bah c'est la bad bitch, la meuf qui rappe, qui est sexy et qui a du cran. Et ça paraît genre impossible de défendre ou de vendre autre chose, même quand c'est elle-même qui parle. Et c'est vraiment, mais alors pile poil, la face de Medine sur Speaker Corner qui disait « Ce que je suis parle tellement fort qu'on en oubliera ce que je dis ». Pour conclure cet épisode, quand même ça me tenait à cœur d'amener une dernière note plus positive. Et je sais où la puiser. Là-dessus, c'est tout trouvé. L'engouement, mais alors dingue, autour de ces concerts a permis à Shai d'accaparer une nouvelle étiquette, celle de la showgirl, de la bête de scène, placée sur un piédestal duquel elle peut regarder de haut bon nombre et même l'immense majorité de ses collègues masculins. Alors évidemment, ces concerts-là, ils ont été hyper marquants, mais ils sont récents, et à voir quelle postérité ils laisseront, mais on a des raisons quand même d'espérer, d'être optimiste, et de se dire que ce gage de qualité sur scène qu'elle a gagné pourrait lui offrir davantage de liberté au studio. Parce que si Shai est officiellement étiquetée comme la rappeuse la plus spectaculaire sur scène, alors peut-être que c'est là-dessus que vont se concentrer désormais les attentes et les pressions du public. Et moi, en attendant, écoutez, je vous dis à bientôt sur Ujax pour un prochain épisode. Imposé faire sans moi son air, faut douter comme mauvais garçon. Je suis au-dessus du plafond de verre, porte mes couilles sans porter de caleçon. Je vais un rêve, j'étais loin de la terre, proche de la lune en lévitation. Je me suis réveillé pour